Bonsoir. Merci d'être là. Olivier, je te cède la parole. Eh bien, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Je suis très heureux, au nom du CELSA, au nom de la Sorbonne, de vous accueillir dans ce très bel amphithéâtre Liard, donc pour la remise du prix du meilleur récit des éditions Point Seuil 2023. C'est un immense honneur pour notre école de faire partie, d'être partenaire des éditions Point, qui est une maison qui a un patrimoine éditorial très riche, et puis une actualité de ses collections très dynamiques, à l'image de la collection Récits, à laquelle nous sommes très contents d'être associés. Et donc, je donnerai après la parole à Madame Boyer-Ringe, qui nous présentera aussi le point de vue de la collection, de l'édition, de l'éditeur. Mais évidemment, une cérémonie comme celle-là, un discours d'introduction ne va pas sans son lot de remerciements. Alors je voudrais remercier toute l'équipe des éditions Point, à qui nous travaillons depuis 3 ans sur ce partenariat et dans une relation, je dois dire, extrêmement agréable. Les éditions Point nous ont vraiment ouvert les portes et ont vraiment fait confiance à l'écosystème du CELSA, aux étudiants et aux étudiantes qui composent donc maintenant chaque année. On espère que ça le durera, le jury de ce prix. Et puis je voudrais donc remercier Mireille Tickert, qui est ici présente, Chloé Martin, Claire Aurélie Torp, évidemment, et puis Gabriella Larraine, qui nous présentera tout à l'heure l'histoire de cette collection et de ce prix. Je voudrais remercier aussi très chaleureusement l'équipe de l'association La Madeleine du CELSA, qui a été vraiment... C'est mérité. Je me suis dit, est-ce que je demande à ce qu'on les applaudisse ou pas? Ben non, il n'y a pas eu besoin. Je pense que tout le monde a reconnu le travail qui a été fait avec grand talent dans l'organisation, la création des book clubs. Alors ici, on est à la Sorbonne, on va peut-être dire des clubs de lecture. Des clubs de lecture qui ont permis pendant toute l'année de faire vivre ce prix. Donc merci beaucoup à vous. Et pour vous remercier, vous aurez l'honneur, peut-être le privilège, si on peut dire, de présenter chacune d'entre vous les 5 ouvrages qui étaient finalistes du prix cette année. Et vous aurez l'insigne honneur de proclamer le nom du ou de la gagnante pour l'édition de 2023. Voilà, je voudrais aussi remercier, féliciter ceux et celles sans qui ce prix n'aurait pas existé, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes du CELSA qui ont eu la mission d'être le jury cette année, qui ont lu les textes, qui les ont commentés, qui les ont discutés, qui ont débattu, qui ont voté aussi, et c'est le résultat de leur vote qu'on connaîtra ce soir, et qui ont su aussi communiquer, et qui vont le faire encore, j'en suis sûr, leur enthousiasme et le résultat auprès des autres étudiants, auprès de leur communauté aussi. Et c'est pour ça que ce prix, ce partenariat est extrêmement important pour notre école, parce qu'il correspond aux objectifs, aux missions, aux valeurs, oserais-je dire, pédagogiques, universitaires, mais aussi professionnelles, du CELSA, qui est né de la faculté des lettres, qui est inscrite dans la faculté des lettres, et on est très très heureux, effectivement, même pour vous, je parle aux étudiants, ce soir d'être ici dans, je vais dire les locaux, mais c'est peut-être un peu, dans ces magnifiques lieux qui sont aussi ceux de notre université, Sorbonne Université. Je terminerai en disant, donc, après avoir félicité les promotions, je vais déjà sortantes, je vais inviter les nouvelles promotions du CELSA, de licence et ou du magistère, à nous rejoindre cette année pour l'édition de 2024. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire et j'ai maintenant le grand plaisir de donner la parole à Madame Boyer-Ringe. Cécile, merci beaucoup Olivier, merci de cet accueil et de cet enthousiasme. Je dois dire qu'en tant que responsable d'une maison d'édition, c'est vraiment un grand plaisir et ça n'est pas un vain mot que de voir beaucoup de jeunes, filles et garçons, il n'y a pas que des filles, qui sont là pour entendre parler de littérature, de livres. Et voilà, ça nous donne beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour continuer ce métier, qui est un métier assez singulier, hein, le métier d'éditeur, métier de passeur, un peu dans l'ombre aussi de livres et d'auteurs qui nous sont chers, mais un métier extraordinairement gratifiant. Et ce genre de moment, et pour nous, correspond à des points d'orgue en fait dans notre année. Et je joins mes remerciements à ceux d'Olivier pour toute l'équipe de Point qui a œuvré toute l'année de concert avec vous pour organiser cette manifestation aujourd'hui. Voilà, évidemment, je vais les citer et je vais en oublier, mais bien évidemment Gabriella, Mireille, Achille que j'aperçois là au premier rang, Claire Aurélie, Chloé, Emma et Charlotte. Je crois que j'ai remercié et cité tout le monde, qu'ils et elles soient remerciés parce que c'est un gros travail pour nous et nos efforts sont récompensés avec vous ce soir. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec toute l'histoire de Point, même si on est dans un lieu dédié à l'histoire et au prestige des lettres, ici à la Sorbonne. Juste vous rappeler que les éditions Point sont nées du Seuil en 1970. Ça fait donc plus de 70 ans. Devenue, il y a une quinzaine d'années, une activité, non plus une collection, comme cette maison l'était à l'origine, mais une vraie maison d'édition filiale, avec son programme éditorial, ses objectifs, ses caractéristiques, son catalogue, et la capacité effectivement à agir sur le marché du poche, qui est un marché, comme vous le savez, très important au sein du marché du livre et de la littérature, et qui fait que, pour être concrète, nous publions bien évidemment des ouvrages qui nous viennent du Seuil, qui nous viennent des éditions de l'Olivier, qui nous viennent des éditions Anne-Marie Métellier ou encore des éditions de La Martinière, toutes maisons qui font partie du même groupe d'édition, mais qui nous donnent aussi toute latitude pour publier des ouvrages que nous achetons, dont nous achetons les droits d'édition second, les droits d'édition poche, auprès de maisons d'édition qui n'appartiennent pas du tout au groupe et qui nourrissent d'une façon tout à fait qualitative le catalogue éditorial de cette maison. Nous publions environ 300 nouveautés par an, à peu près une bonne moitié provenant de notre groupe et un gros 40% en provenance d'éditeurs extérieurs. Et cela nous permet de proposer une offre qui est diversifiée, et ce, dans 3 domaines essentiels. La littérature, les romans, les policiers, le domaine policier, les thrillers, et ce qu'on appelle la non-fiction, que dirige donc Gabriella, à qui je vais passer la parole tout de suite. Et au sein de ce catalogue non-fiction, nous, Point, avons une position assez intéressante sur le marché, qui nous vient pour partie de l'histoire avec tout ce qui est sciences humaines, et je parle ici à des étudiants, donc ils ont sûrement à un moment donné étudié l'histoire, ou la philo, ou les sciences, ou l'économie, ou eu un essai Point entre les mains. C'est tout le domaine des sciences humaines de Point. Et à côté, tout ce qui est récits, documents, qui nous permettent de publier des ouvrages parfois très contemporains sur les grandes problématiques sociétales, sociales, psychologiques, politiques du moment. Voilà, donc vous avez ici les grandes dates clés et je vais arrêter de vous assommer avec ça. Je passe la parole à Gabriella parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
brève présentation de la collection Point Récit. Alors c'est toujours un peu compliqué de définir le récit parce que c'est une littérature qui est un petit peu hybride, à la frontière entre la non-fiction, la fiction, l'essai, le roman. Mais si on devait résumer le récit, je dirais qu'il s'agit d'une littérature qui s'ancre dans le réel, qui raconte le monde qui nous entoure, qui le décrypte, tout en étant portée par la puissance narrative qui relève davantage de la fiction. Et donc là, vous avez un petit peu un aperçu de quelques titres de la collection. Donc c'est une collection qui est assez jeune, qui a été créée en 2020, qui représente une quarantaine de titres au catalogue. Et donc à travers ce catalogue, l'idée c'est vraiment d'illustrer la pluralité qui règne au sein de la littérature du réel. Voilà. Donc là, vous avez un petit aperçu de la sélection qui, je crois, va être présentée par les étudiantes et étudiants du CELSA. Juste avant de commencer la présentation, je tenais vraiment à vous remercier. J'ai eu la chance de pouvoir assister à vos clubs de lecture tout au long de l'année. Et je dois dire que j'ai été assez bluffée par la finesse, la maturité et le sérieux dont vous avez fait preuve. En tant qu'éditrice, c'est un grand bonheur et un grand privilège de pouvoir assister de voir nos livres être discutés, circuler et faire l'objet de débats passionnants et passionnés. Donc merci infiniment pour votre générosité et j'ai hâte de recommencer l'année prochaine. Merci beaucoup. Donc, je confirme, c'était vraiment de très très grande qualité. Donc nous allons accueillir Léa de l'association La Madeleine qui va nous parler. Je voudrais juste rajouter un tout petit mot en introduction par rapport à la sélection des couvertures et des ouvrages que vous voyez là. Juste pour dire que cette sélection elle a été faite par l'équipe éditoriale de Point, conformément au genre et à la variété de ce que nous cherchons à représenter au sein du catalogue. Et donc, je voudrais en profiter pour remercier également les éditeurs de tous ces ouvrages, qui sont donc tous parus en édition première, comme on dit, ou en grand format, chez leurs éditeurs respectifs. Donc, Suzanne Privat, La Famille, paru aux Avril, Digli Ressac, paru à La Ville Brûle, Langston Hughes, The Big Sea, paru aux éditions Segers, David Gran, The White Darkness, paru aux éditions du Sous-sol, et Le Pain perdu, Edith Bruck, aux éditions du Sous-sol également. Voilà. Donc vous avez un très joli panorama de maisons d'édition avec lesquelles nous travaillons régulièrement. Et voilà. On passe la parole à Léa. Léa qui va nous parler. Viens vraiment au centre, voilà, celle-ci, parfait. Alors, Léa, je vous prie de m'excuser, je vais aussi intervenir une seconde, sinon je vais m'en vouloir. Est-ce que Léa va pouvoir parler? Oui, ça va aller très vite, sinon je vais m'en vouloir. L'émotion m'a fait oublier de remercier évidemment Maria Toader, qui est en charge des partenariats au CELSA, et Marie Lessiac, qui a permis que cet événement et ce prix, ce partenariat existe cette année. Donc voilà. Merci beaucoup à vous deux. Alors, Léa qui va nous parler... Est-ce que vous m'entendez bien là? De La Famille. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à vous pour tous ces compliments de la part de toute la Madeleine. Déjà, ça nous touche beaucoup. Et puis, on aimerait aussi, vous retourner le compliment, puisque ça a été une opportunité, une grande opportunité pour nous, pour la Madeleine, qui donc est une association qui a été créée juste l'année dernière, donc qui est toute récente. Et donc, pour nous, de pouvoir commencer l'assaut avec... sur un projet aussi important, c'était vraiment une chance aussi pour nous et un plaisir de travailler avec vous tout au long de l'année. Donc, je souhaitais aussi vous remercier au nom de toute la Madeleine. Peut-être juste deux, trois mots du coup sur notre asso. Donc, nous, on est un asso de littérature et d'écriture faite par donc, plusieurs étudiants du CELSA. Et donc, on s'occupe notamment de clubs de lecture. Et c'est pour ça qu'on s'était proposé d'animer en fait l'échange entre les membres du jury sur les différents ouvrages. Donc, je vous propose qu'on les présente. Donc, je vais commencer par présenter La Famille.
Donc la famille, c'est le récit qui a réussi, à mon sens, à réunir la plupart des membres du jury autour vraiment d'une curiosité commune pour cette enquête vraiment atypique qui s'intéresse en fait à une secte parisienne située dans 3 arrondissements de l'Est parisien et qui s'appelle La Famille. Donc ils s'appellent entre eux en fait comme ça. Et donc dans ce livre, on remonte sur près de 200 ans d'histoire, au cours desquels 8 familles ont fini par se regrouper afin de partager un mode de vie et des valeurs communes. Et donc guidée par l'auteur journaliste Suzanne Privat, qui assume complètement son point de vue subjectif, puisqu'elle enquête à partir de son histoire personnelle. On part nous aussi à la découverte de cette communauté religieuse familiale, la laissant un petit peu nous prendre par la main pour nous faire connaître l'existence de cet entre-soi donc d'inspiration chrétienne et issue du jansénisme convulsionnaire, qui regroupe en 2021 près de 4000 personnes. Et donc nous, ce qu'on a trouvé en fait intéressant dans ce livre, c'est qu'il répond complètement au genre de la narrative non-fiction ou littérature non-fictionnelle que nous présentait tout à l'heure Gabriella, puisqu'il aborde donc un sujet réel et contemporain à travers une écriture narrative presque romanesque, faite de rebondissements, de tensions, de personnages singuliers, de suspense, qui rendent vraiment la lecture pédagogique, fluide et agréable, et qui se prête en fait vraiment bien à ce sujet presque digne de fiction finalement, sans pour autant entrer dans le jugement moral, le voyeurisme ou l'extrapolation, mais en restant fidèle aux faits. Et donc, pour conclure, c'est un récit qui nous a tous plutôt intrigués, et qu'on connaisse déjà l'histoire ou non. Ça nous a donné envie d'en savoir plus, et ça a alimenté beaucoup de nos discussions. Je propose du coup à Isor de me présenter l'ouvrage suivant. Donc, bonsoir à tous et merci de nous accueillir ici. Donc moi je vais vous présenter Ressac. Ressac, c'est l'histoire de Maureen Wingrove, alias Digly, qui, à 32 ans, ressent ce besoin intense de prendre le large, de quitter son quotidien, sa famille et ses amis pour s'isoler dans une abbaye de Bretagne et faire le point sur sa vie, sur ses pensées et sur ses envies. Ce besoin de s'isoler est dû au sentiment de perte de contrôle, prise dans le tourbillon du monde, les réseaux sociaux, les engagements personnels, le travail et les difficultés familiales. Maureen décide de mettre sa vie entre parenthèses afin de prendre du temps pour elle. Cette nécessité de s'isoler s'accompagne d'un besoin d'écrire. « Je partirai pour faire parler les mots et faire taire mes mots », écrit-elle. Il s'agit ici d'écrire pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître. Est-ce trahir que d'écrire, se questionne-t-elle? Nous sommes plongés dans une écriture intime, torturée, pressante. L'autrice se questionne sur l'urgence de raconter ce qui n'est pas encore digéré, comme une peur de trahir ou de briser le processus d'acceptation de ce qu'elle vit. Mais au fil de sa plume, l'écriture se fait cathartique. Elle l'écrit elle-même, la littérature comme réponse au chaos. Ressac à l'envers, c'est cassé. À travers ce récit, elle écrit pour surmonter les épreuves, mieux les comprendre et mieux les digérer. C'est un sentiment que nous avons toutes et tous partagé dans les jurés, cette impression que l'écriture tend à l'apaisement. Lors du book club sur ce récit, les mots qui ont fusé pour le décrire ne furent pas blessure, douleur ou urgence, mais plutôt sérénité, calme, apaisement et même chill. Plus qu'un journal de bord, l'ouvrage devient un récit de vie où l'autrice nous invite à revivre avec elle ses souvenirs, sa relation avec son beau-père, Christian, son accident, son lien à sa grand-mère, Paula, l'état des lieux de sa relation avec Alex. Maureen fait le point, sans mauvais jeu de mots, et nous invite avec elle à faire le point, à nous poser, à réfléchir et à prendre le temps. Ressac, c'est cela avant tout, c'est une invitation à faire silence, à s'écouter, à se questionner et à s'autoriser à prendre une pause dans notre monde qui peut parfois être aussi bruyant. Bonsoir. Moi, je vais vous présenter donc The Big Sea de Langston Hughes. Donc, c'est l'histoire avant tout d'un petit garçon qui naît dans le Missouri. Et c'est un petit garçon qui se questionne énormément sur ses origines, sur son identité tout simplement, ou plutôt pas tout simplement. Mais disons que donc il va continuer d'évoluer en fait dans un monde où il est ballotté entre sa mère et son père qui sont séparés. Et donc, il va éprouver beaucoup de difficultés à trouver qui il est.
ce jusqu'à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, il va faire quelque chose d'assez fou. Il va partir des États-Unis, il va prendre un bateau, ou plutôt arriver sur un bateau et s'engager en tant que matelot et jeter tous ses livres à la mer. Donc tous ces livres qui correspondent en fait à cet idéal un petit peu de projection de vie, ces livres qui essayent de nous aider, de nous charmer, mais finalement Langson il se rend compte que ça lui correspond pas et donc il va naviguer, il va partir d'abord en Afrique, ensuite il va en Europe, en Italie, en France, notamment à Montmartre, donc à Paris, et à Montmartre il se rend compte qu'en fait, il y a plein de gens qui se questionnent aussi, et il va réussir à trouver un petit peu sa voie à travers d'abord la poésie, mais aussi le jazz, le blues, le charleston, la danse. Et quand il revient aux États-Unis, donc il va aller dans le berceau du jazz et du blues, qui est New York, précisément à Harlem. Et à Harlem, il va faire partie de ce mouvement incroyable qui est la Renaissance d'Harlem, qui est un mouvement littéraire, artistique, qui va en fait inspirer plus tard ce que Senghor appellera la conscience noire, qui est en fait un mouvement qui va s'apparenter dans la continuation de la négritude, avec notamment Césaire également. Et en fait, ce récit d'apprentissage, c'est évidemment un récit qui est d'abord une aventure physique, géographique, puisqu'il s'en va, il prend le large et il décide de se construire et de trouver un sens finalement à sa vie, un peu ce qu'on essaye tous de faire. Et en même temps, c'est un récit d'aventure aussi spirituelle intérieure, puisque grâce à l'écriture, il va parvenir à trouver en fait qui il est, dans le sens vraiment le plus profond et le plus noble, le plus intime. Et donc ce récit autobiographique, c'est vraiment l'histoire d'un petit garçon qui arrive à se trouver. D'ailleurs, il explique que la littérature, pour lui, à l'origine, c'était quelque chose de douloureux. Et donc, il a toujours écrit dans la souffrance, jamais dans le bonheur. Et c'est uniquement à la fin de ce récit autobiographique qui est en fait un premier récit jusqu'à l'âge de ses 30 ans, mais après il va publier un deuxième récit autobiographique. Mais en tout cas, dans ce premier récit, il nous explique que, à travers la métaphore évidemment de la mer, je pense que vous l'avez saisi, c'est traduit d'ailleurs, ça a été traduit en français par les grandes profondeurs, et je trouve que c'est assez juste dans cette idée justement d'embarquer vers un monde nouveau, et c'est ce qui clôture d'ailleurs ainsi son texte de manière rétrospective, où il explique qu'il a embarqué dans cet océan qu'est la vie. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'était Capucine Lemoff, et donc je vous invite à vous présenter juste au début. Alors, moi, Julie Assos, voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, le livre que je vais vous présenter, c'est The White Darkness de David Grann. Et donc, avec ce livre, nous avons donc embarqué vers les terres glaciaires de l'Antarctique dans une épopée qui brosse le portrait de Henry Worsley, un ancien officier de l'armée britannique qui va partir fouler la glace sur les pas de son héros, Ernest Shackleton, un aventurier de renom. Donc en fait, à 55 ans, en solitaire, sans aucune assistance, Henry Worsley va entreprendre la traversée à pied de l'Antarctique, motivé à la fois par un irrépressible besoin de se dépasser, mais aussi par une forme de quête obsessionnelle, d'une dévotion envers son héros, Ernest Shackleton. Il va être uniquement accompagné de son téléphone satellite, grâce auquel il va entretenir des liens avec le monde extérieur en racontant ses journées qui vont être transmises à la radio avec énormément d'auditeurs qui vont écouter ses aventures. Et il va également nous faire ressentir toutes les sensations de ce périple, le froid qui tétanise, la solitude la plus complète qui côtoie la folie, ou encore ce qu'il appelle les whiteouts, ces épisodes atmosphériques qui sont propres aux terres polaires, dans lesquels il y a un brouillage complet des reliefs, mais aussi de la frontière entre la terre et le ciel. Henry Worsley, il va être vraiment décidé à accomplir l'exploit que son prédécesseur a échoué un siècle plus tôt. Et il va aller vraiment jusqu'au bout de l'épuisement physique, quitte à ne jamais renoncer à son désir le plus profond, qui va être de réaliser cet exploit. Nous avons beaucoup apprécié au fil des clubs de lecture le style documentaire et journalistique de David Grann, qui est d'ailleurs un célèbre journaliste du New Yorker, je ne sais pas si vous le saviez. Et on a trouvé que ce style permettait d'éconduire les longueurs au sein du récit,
Contrairement à certaines fictions d'aventure qui peuvent, faute de détails excessifs, un petit peu devenir rébarbatives, avec ce style, on avait vraiment l'impression que ça permettait de maintenir le lecteur dans un rythme haletant et un dépaysement constant. Finalement, ce récit polaire d'un homme en quête d'impossible, a priori très éloigné de nos destins singuliers, nous est apparu comme un témoignage d'une grande humanité, puisque les thématiques majeures du dépassement de soi et de la fuite hors du monde nous permettent de réfléchir sur notre condition humaine en passant du singulier à l'universel. Merci pour ces très beaux textes. Hein. Vous filmez tout, j'espère. Hein. Alors, bonsoir. Donc, Jeanne Félène. Moi, je reviens avec une remontée dans la mémoire au crépuscule d'une famille pourtant aimante et douce. Donc, c'est Le Pain perdu, un livre autobiographique d'Edith Bruck, dans lequel elle se place du point de vue de son enfance. Et c'est l'histoire de sa famille, déportée en 1944. Brutalement, alors que le pain était en train d'être levé un matin, sa famille est arrêtée, va être déportée et s'apprête à disparaître. Les deux seules survivantes seront donc elle-même et sa sœur Judith. Edith Bruck, ainsi, opère un récit en 3 temps, avec tout d'abord la narration de son enfance et de ses premiers amours au sein de sa famille, à Budapest. Ensuite, c'est le temps de la déportation et de la Grande Marche, avant l'errance d'Edith et de Judith, avant de réussir à retrouver leur place dans la société de la libération. Ce qui nous a énormément touchés à la Madeleine, c'est tout d'abord le point de vue sans recul historique adopté par Edith Bruck, avec les discussions familiales dans l'immédiateté du discours direct, mais également les paroles rapportées des SS, des capots, et la narration des pratiques inhumaines auxquelles les déportés étaient soumis. Dès lors, la violence et l'horreur des camps se redécouvrent au travers de tout cet entremêlement de discours et de paroles particulièrement heurtants. Ensuite, la deuxième chose qui nous a particulièrement touchés, c'est la singularité bouleversante avec laquelle opère Edith Bruck, puisqu'elle joue sur la temporalité. En effet, elle accorde un temps extrêmement important du récit à l'après-déportation, ce qui lui permet d'aborder les thèmes du déracinement, de l'invisibilisation et du silence lourd qui pèse sur la Shoah dans les années post-45. Ainsi, Edith Bruck nous donne à voir vraiment la Shoah comme parcelles de temps, enfin, comme des parcelles de temps encore vierges du futur qui gangrènent le temps, et elle saisit et elle immortalise les mots. Ainsi, sa famille est vue comme un kaléidoscope de millions d'autres, et j'aimerais donc terminer avec 2 phrases du récit, 2 phrases de sa mère. Chacun payera pour ses propres agissements, me rassura-t-elle. Comment aurait-on pu ne pas croire sa mère ? Quelle responsabilité. Alors, le lauréat 2023 est, attention, Petit roulement de tambour. Suzanne Privat pour la famille.
Il en faut beaucoup pour m'impressionner. Là, c'est réussi. Bon, mais évidemment, je tiens à remercier tout un tas de gens, à commencer par mes 2 fées éditrices qui sont là, sans qui ce livre n'aurait jamais vu le jour, et évidemment les éditions Point qui ont donné une seconde vie à ce texte, et je leur suis éminemment reconnaissante, et d'autant plus que c'est quand même des éditions qui ont bercé mes années d'étudiante et qui bercent encore mes soirées de lectrice. Et ça me fait vraiment quelque chose en fait. Et puis le CELSA auquel je n'ai jamais candidaté. C'est presque un petit regret ce soir. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à ce texte, et j'en suis très heureuse. Léa, je crois que tu avais des commentaires et des questions, enfin, Léa et la Madeleine, et tout le monde d'ailleurs. Déjà, félicitations à vous. Donc, au nom de tous les jurys, on a donc décidé d'élire votre texte parce que c'est celui finalement qui a fait consensus parmi la sélection, qui était quand même de haut niveau, et malgré tout, La Famille, c'est le texte qui, de par son sujet et de la manière dont vous l'avez traité, nous a vraiment interloqués, intrigués, et comme je le disais, animé de nombreuses discussions. Donc moi, j'avais une première question peut-être pour vous. Donc, La Famille est donc une secte parisienne qui a déjà fait l'objet d'émissions et de reportages. Et donc vous avez choisi le roman, donc plus précisément le récit, comme moyen d'enquêter à votre tour sur le sujet et de rendre compte de vos recherches. Pourquoi avoir fait ce choix de l'écriture, cette forme-là ? Peut-être tout simplement parce que je ne sais rien faire d'autre. Et puis au moment où je me suis intéressée à cette famille, personne ne s'y intéressait. Et je me suis dit, comment la faire vivre, si ce n'est par le réel, en fait. Je n'allais pas extrapoler. En plus, j'ai eu la chance d'avoir... Excusez-moi. J'ai eu la chance d'avoir tout un tas de documents qui me sont arrivés presque par miracle entre les mains, donc je n'avais qu'à me servir. Donc le réel était trop beau pour que je fasse autre chose. Et puis, je me suis quand même permis quelques incartades dans la fiction, sur quelques pages, mais qui me permettaient d'aller un peu plus loin que le réel, en fait. C'était un plaisir d'auteur. Mais encore une fois, j'ai fait ça parce que c'était la seule chose que j'envisageais de faire. Justement, en parlant de fiction, en préambule, vous expliquez que vous avez ajouté donc ce personnage de fiction qui s'appelle Colombe. Pourquoi l'avoir incorporée au récit ? Qu'est-ce qu'elle apporte selon vous ? Alors, elle permettait justement de faire un pas de côté par rapport au réel, et puis surtout, elle incarnait ce à quoi je n'avais pas accès, c'est-à-dire les vrais gens, parce qu'il était impossible de leur parler. Et le fait de l'observer, sachant qu'elle existe vraiment. Elles existent vraiment. Colombe, en fait, ce sont 3 jeunes filles que j'ai suivies sur les réseaux sociaux, l'une que je voyais un peu de temps en temps dans mon quartier. Et puis, je me suis dit, en la regardant de loin en loin, il y avait un récit qui s'écrivait sur Instagram, et que ça tissait une trame qui était assez différente de ce qu'on pouvait imaginer de ce qu'était une famille communautaire. Et donc, ça me plaisait bien d'avoir ce récit parallèle qui présentait une autre image, peut-être moins attendue de ce que pouvait être une communauté religieuse. Merci. Dans votre livre, vous parlez en votre nom, vous mentionnez vos enfants. Qu'est-ce qui a motivé aussi cette narration aussi personnelle plutôt que l'écriture d'un article plus objectif, par exemple, sur le sujet ? Et comment ont réagi peut-être vos enfants, votre entourage à cette exposition aussi de votre intimité ? Alors, là aussi, il y a un petit pas de côté. Effectivement, il y a mes enfants, ce ne sont pas leurs vrais prénoms. Par contre, j'ai bien 2 enfants, une fille et un garçon, qui ont maintenant 28 et 16 ans. 21 et 16 ans, excusez-moi. Et je m'en suis pas servie, en fait. Ils étaient là, et c'est tout naturellement qu'ils sont rentrés dans le récit. En fait, ce récit s'est composé un peu tout seul, au fil de la plume. Au départ, je n'avais pas forcément l'intention de lui donner une tonalité aussi personnelle, et c'est venu assez vite, en fait. Quand j'ai commencé à écrire,
j'ai été attirée par moi-même. En fait. Je me suis dit que j'étais le bon point de départ et le bon niveau de regard, parce que je n'avais pas autre chose à ma disposition en fait. Et puis donc mes enfants sont arrivés dans le récit comme ils étaient dans ma vie, ainsi que mon compagnon qui était là aussi, qui est plus discret dans le livre, mais qui apporte un contrepoint aussi. Et alors, quant à leur réaction, elle a été mitigée, on va dire. Ils se sont bien demandé ce que je venais faire dans cette histoire, d'autant plus qu'effectivement, ils étaient en lien avec des enfants de la famille, qui pour eux étaient juste des copains, certes un peu étranges, mais juste des copains. Ils se sont demandé ce qu'ils venaient faire dans cette affaire, mais sans plus. Et je crois que finalement, ils ont trouvé ça assez fun. Ils ont choisi leur prénom et c'était rigolo. Mais samedi, ils n'ont pas lu. D'accord. Mais ils l'ont plutôt bien pris. Il y en a une qui est là. J'ai peut-être une autre question, si je peux continuer. Donc, en vous intéressant à un sujet aussi délicat, vous faites face à une difficulté. Comment éviter l'écueil du voyeurisme ? À quel moment la pudeur doit-elle primer sur la curiosité ? Comment avez-vous fait pour traiter et surmonter cette difficulté ? Alors, surtout que la curiosité chez moi, c'est pas un moindre défaut, en fait. C'est juste une question de sensibilité. Il y a des moments où on peut décider de pousser le curseur plus loin. Et puis je me dis, est-ce que j'aimerais qu'on dise ça de moi ? Donc j'ai retenu des choses. Des fois on m'a poussé à aller un petit peu plus loin, donc j'y étais. Mais c'est vraiment une question de feeling. On le sent ou pas. Il y avait le voyeurisme c'était quand même quelque chose qui me faisait très peur, parce que j'avais absolument zéro légitimité à raconter cette histoire, au-delà du fait que j'étais une voisine et qu'a priori il m'arrivait de pouvoir raconter des histoires, mais c'était tout. Je partais sans bagage supplémentaire, sans légitimité supplémentaire, donc il a fallu doser. Et puis je crois que profondément, c'est les gens dont je suivais la trajectoire se prêtaient pas non plus à un voyeurisme fou, parce que malgré tout, ils nous ressemblent terriblement. Est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés peut-être au cours de votre écriture ? Oui, après les difficultés techniques d'articuler le récit historique et la période contemporaine, c'était pas facile, et de mêler ce qui relevait du plausible et de ce qui relevait du réel constaté. Et des fois, je savais pas, alors j'imaginais un possible, un réel possible, et on voyait si ça marchait ou pas. Et c'était ça, la difficulté, elle était vraiment d'ordre technique, en fait, c'était d'articuler les différentes temporalités. D'accord. Est-ce que vous avez des questions qui ont des questions éventuellement ? Pour Suzanne. Moi, j'en ai d'autres, sinon je peux continuer. Pas spécialement. Ok. Je continue alors. Ah bah alors, allez. Avec du recul, est-ce que pouvez-vous expliquer aujourd'hui peut-être ce qui vous a autant fasciné dans cette enquête, ce qui a motivé ces recherches, et qu'est-ce qui vous a fait penser donc, que ce sujet pouvait aussi intéresser les lecteurs ? Il y a eu beaucoup de hasards qui ont veillé sur ce texte. Ce que je raconte dans le récit est totalement vrai. J'ai pris conscience de leur existence en tant que communauté ancienne et parisienne, tout à fait par hasard dans la rue en cherchant 2 noms sur Internet. J'étais rue de Montreuil et je vois les noms de 2 membres de la famille qui se mariaient en 1849, exactement à l'endroit où j'étais. Je me suis dit, il y a un petit signe. Et puis ça m'a intriguée. Et puis après, je me suis rendu compte de l'épaisseur et de la famille et de son côté enraciné. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me touche particulièrement de voir ces gens qui sont restés là pendant 200 ans, sans bouger, et qui y sont encore d'ailleurs. J'ai trouvé ça assez émouvant, en fait, cette ténacité, cette fidélité à un idéal, alors que moi, je suis parfaitement sans idéal. Je trouvais que ces gens étaient tellement différents, qu'ils vivaient une vie tellement autre que la mienne à ce niveau-là, parce que pour le reste, ils vivent comme nous, comme vous et nous. Mais ça me fascinait, j'ai voulu en voir un peu plus, j'ai voulu savoir ce qui les faisait tenir, et puis voir aussi ce qu'il y avait derrière l'image que m'envoyaient les quartiers, parce qu'ils étaient quand même connus, tout le monde les connaissait, plus ou moins, avec
avec tout un tas d'idées reçues véhiculées par des années et des années de fréquentation lointaine. Je voulais savoir ce qu'il y avait derrière cette image qui était pas forcément flatteuse. D'ailleurs, j'ai l'impression que la famille pose aussi en creux la question du vivre ensemble, de comment faire sans société quand on partage des convictions et des modes de vie aussi différents. Dans votre livre, donc, vous abordez la différence avec bienveillance, essayant de tracer un pont entre votre univers et cet entre-soi un peu plus fermé sur lui-même. Pensez-vous, d'après votre enquête, qu'un dialogue soit possible et envisageable ? Je ne le pensais pas à ce moment-là. Ma conviction a un peu évolué depuis, parce qu'il s'avère que j'ai rencontré des gens de la famille qui appartiennent encore à la famille a posteriori, qui sont venus à ma rencontre dans la rue, et on a parlé. On a parlé ridiculement. Moi, je prenais le chien qui apparaît dans le roman existe dans la vraie vie, et un homme de la famille m'a sauté dessus en me disant « Vous êtes Suzanne Privat ?» Je fais « Oui ». Je l'ai reconnu, donc je lui ai dit bonjour, parce qu'il était apparu dans le reportage BFM. Donc je savais qu'il était de la famille et je savais qu'il était très fier de l'être. Donc je me suis dit « On va voir comment ça se passe ». Et puis en fait, la discussion s'est installée très sereinement. Il garde sa fierté absolue d'appartenir à la famille. Pour lui, c'est un merveilleux modèle. Tout en étant conscient des quelques limites que ça peut avoir. Et il était à l'écoute de ma vision. J'étais à l'écoute de la sienne. Donc on a eu une conversation absolument passionnante pendant une demi-heure dans la rue avec un teckel excité. Et depuis, j'ai rencontré d'autres gens. Une des colombes m'a envoyé un petit cœur sur Insta avant de disparaître. Et il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai croisé deux vieux monsieur qui se ressemblaient terriblement, avec un gilet en cuir sur un t-shirt de rock. Ils avaient 70 ans, claquettes de chaussettes, magnifique. Il passe et en me regardant, il me fait « Suzanne Privat, oui, c'est bien ce que vous avez fait. » Et ils ont continué. Et là, je me dis « Ah, c'est assez mignon. » Pour autant, je suis sûre qu'ils appartiennent à la famille et qu'ils y sont encore. Et je pense que le regard un peu distant et sans jugement leur plaît, et qu'ils sont en train de se dire que peut-être qu'il y a quelque chose de pas si pourri dans la société. Et de toute manière, les jeunes générations les tirent. Et avant qu'ils se tirent eux-mêmes, si jamais ça ne bouge pas, parce qu'il y a clairement un effet réseaux sociaux assez massif qui est en train d'aspirer la jeune génération vers le monde contemporain. Et ils ne pourront pas résister bien longtemps en restant carrés sur des idées qui ont 200 ans et qui remontent à un jansénisme convulsionnaire dont plus personne ne se revendique actuellement, même pas eux. Vous avez anticipé ma question suivante, donc c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des personnes qui, entre-temps, peut-être ont eu d'autres questions avec les échanges qu'on vient d'avoir ? Non, toujours pas. Je vais peut-être, pour conclure, poser une dernière question un peu plus ouverte. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en ce moment ? Oui. Ça, c'est une réponse fermée. Donc. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus ? Alors, est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus ? Oui. Alors, donc nous allons sauter 2 siècles. Là, je parlais à l'instant de réseaux sociaux. Nous allons y plonger dans ce qu'ils ont de plus sombre. Je vais vous dire juste un tout petit indice, on verra si vous réalisez. Je vais vous dire 333 000 francs CFA. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Je vous laisserai là-dessus. En fait, ça, c'est un bon suspense. C'était pas mal, hein ? Non, je pense que vous êtes un tout petit peu trop jeune. Un autre indice. Je vais vous dire Amandine du 38. Voilà. Ça suffira. Ah, là, il y a eu un mouvement. Encore ? Non, je m'intéresse au tout premier cas de harcèlement en ligne qui remonte à 2008 sur une jeune fille qui a eu le malheur de poster un rap maladroit sur les réseaux sociaux et qui s'est pris la première campagne de harcèlement en ligne spontanée et néanmoins très, 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 très virulente.
Et voilà, c'est le sujet de départ que je vais là, sur le coup, infiniment décaler pour en faire une œuvre de fiction, mais tout en ayant toujours un gros bagage réel pour raconter le comment c'est arrivé, et surtout qu'est-ce que ça laisse 15 ans après. Non seulement chez elle, mais chez elle, c'est pas forcément le sujet, parce qu'elle a sa vie, et mon personnage aussi, mais qu'est-ce que ça laisse aussi chez les harceleurs? Qu'est-ce qu'on fait quand ce qu'on a écrit 15 ans après est toujours là, alors qu'on est peut-être devenu quelqu'un de super, et qu'on a marché sur quelqu'un verbalement avec un plaisir cruel. Merci beaucoup. Suzanne, on va vous remettre votre vrai prix et on pourra faire des séances photos avec vous tous dans la cour après. Je crois qu'il y a un super photographe du CELSA qui est avec nous. Là. Mais avant cela, on va quand même, Olivier, parler de la prochaine édition. Oui, alors j'avais commencé à lancer l'invitation tout à l'heure. Donc effectivement, on est reparti avec, vous l'avez compris, un immense plaisir pour une sélection dont on ne sait rien, en tout cas au CELSA pour l'instant. Tout à fait. Mais effectivement, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en tant qu'étudiant du CELSA, en licence, dans les masters du magistère aussi, pour faire partie du prochain jury. On vous attend avec grande impatience et on attend aussi la passation de témoins à la prochaine équipe de la Madeleine, qui, je l'espère, sera à la hauteur de celle de cette année. Voilà, donc venez, vous voyez, c'est extrêmement intéressant, riche littérairement et communicationnellement aussi. Et... Et vous retrouvez toutes les infos dans les jolis tote bags qui vous attendent à la sortie, avec le livre La Famille pour ceux et celles dans la salle qui ne l'ont pas lu. Voilà, c'est le cadeau. Et attendez, c'est pas fini. Alors, c'est un peu Noël hein, quand même aujourd'hui, oui, non? Parce que regardez, hop, la sélection 24, la sélection 24, génial. qui est effectivement, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, comme l'ont dit Cécile et Gabriella, à l'image de la pluralité des talents de nos auteurs et de nos autrices chez Point. Moi, j'ai mes chouchous, mais bien sûr, je n'en parlerai pas. Les places sont limitées pour le jury, donc il faut y aller très vite. Il faut y aller vite. Et on peut continuer, effectivement, à communiquer, à échanger, puisque nous avons rendez-vous maintenant dans un des meilleurs endroits pour échanger, puisque c'est un café. Et quel café? Quel café? Il est en face du Luxembourg, 6 places Edmond Rostand. On a un endroit réservé. Et rassurez-vous, c'est nous qui offrons les premiers verres. Le ou les premiers verres? Ça dépend. On verra combien nous sommes. Donc, à tout de suite et on fait une photo dans la cour surtout. Hein.